Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau direct de Chaud Bouillant. Alors aujourd'hui c'est un numéro un petit peu spécial puisqu'on ne va pas parler de café mais on va parler d'une autre commodité en révolution. On va parler de poivre avec Sandrine Vasselin qui a un projet de filière de poivre du Kivu qui s'appelle Misao. Et donc je suis super emballé parce que voilà, j'ai rencontré Sandrine il y a quelques mois grâce à Elisabeth de Bourse. Et depuis, en fait, bah, on n'arrête pas de parler de café et de poivre. Et je vois que Sandrine est occupée à nous rejoindre. Donc il faut que tu fasses une petite demande et je vais tout à coup avoir une demande de mon côté. Si ça ne marche pas, je ferai la demande express moi-même. Mais donc voilà, aujourd'hui on va parler de poivre et on va voir que c'est un monde à part entière. Là j'accepte la demande. Petit bug qui laisse présager que la connexion va se faire. Et voilà. Hello, hello. Hello, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Parfait. Attends, je vais un peu régler mon cadrage. Voilà. Ok, moi aussi. Et voilà. On va Bah, bien bonjour là? Sandrine. Ouais, Oh, comment ça va? bien, voilà, voilà, voilà. Ça va Parler être. après. Ouais. Bah écoute, ça va, je suis super content qu'on fasse ce direct. Comme j'ai Moi un aussi. peu brièvement expliqué en intro, on s'est rencontrés. En fait, moi, c'est Elisabeth de Bourse qui m'avait parlé de ton projet et de toi. Et voilà, on s'est rencontrés il y a quelques mois, je dirais. Et c'est vrai que ça a bien matché. Donc, depuis, on n'arrête pas de parler de café, de poivre. Euh, mais peut-être pour commencer, bah, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui ne te connaissent pas? Ok, bah écoute, moi c'est Sandrine Vasselin. Kabonga, c'est le nom de ma maman. Donc c'est les prénoms et les deux noms que j'utilise. Et donc moi je suis née au Congo, au Kivu, il y a quelques décennies, on va dire. Et d'un papa français et d'une mère congolaise. Donc mon père était français, il travaillait pour une compagnie minière belge au Kivu. Et donc il était contrôleur budgétaire, donc très carré. Mais ça veut dire qu'on bougeait de ville en ville tous les 2 ans, 3 ans, selon les affectations. Donc j'ai grandi dans ce qu'on appelle le Grand Kivu, donc Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema, qui a à un moment été remis en une province et maintenant redivisé de nouveau. Et toute ma petite enfance, vraiment depuis la naissance jusqu'à mes 10 ans environ, ben c'était au Congo. Pour nous, Kinshasa, c'était voilà l'appel, c'était Hollywood pour nous parce que voilà, on a grandi, on n'avait pas de télé, on était tout le temps dehors, on était dans la nature. Et donc, et aussi mon père tenait à ce qu'on vienne, mon frère et moi, en vacances. On prenait nos vacances, nous on prenait 2 mois en hiver parce qu'il voulait qu'on ait un vrai dépaysement, qu'on venait voir la famille en Normandie, en Belgique. Et donc moi, l'Europe, je connaissais que l'hiver. Pour moi, c'était l'hiver et le reste, le Congo. Voilà. Et donc voilà, après retour en Belgique pour les raisons professionnelles de mon papa. Études ici, j'ai étudié les langues, mais ce qui me définit, c'est que je suis quelqu'un de très curieuse et donc j'ai rarement travaillé comme traductrice-interprète ni comme prof. Et j'ai travaillé dans la finance dès le début, donc après l'université, donc j'ai fait mon master ici à ce qui est maintenant l'ULB, mais qui était à l'époque l'ISTI. Et j'ai travaillé à Bruxelles dans la finance et puis à Londres pendant 10 ans. Et voilà, les gens me disaient un peu carriériste, mais en fait, moi, je suis plus curieuse intellectuellement. Et de me dire, ah tiens, ça c'est chouette, ça m'intéresse, je vais le faire, je vais voir, voilà, toujours un petit défi. Et vraiment, le poivre, les épices sont arrivés très tard, il y a 4 5 ans, vraiment en tant que passion qui se transforme petit à petit en métier. Par un désir, en fait, arrive à un moment, un tournant dans ta vie où bah, t'en as un peu marre de la banque, de la finance et tu veux vraiment faire un truc maintenant qui te plaît, pas te lancer dans des projets qui appartiennent aux autres, où les autres te définissent ou ce projet te définit. Et voilà, donc il y a 4 5 ans, j'ai redécouvert ce poivre ici via ma famille congolaise, donc la femme de mon papa, ici à Bruxelles, à une réunion de famille. Et je m'intéressais déjà pas mal aux épices, à la nourriture, aux différentes cuisines et gastronomies du monde. Et là, pour moi, le poivre du Kivu, c'était le premier, ça a été bah, la révélation en fait. Je me Hmm. suis dit, mais c'est pas possible, comment. Et je me souviens encore dire à mon père, mais
mais tu savais, toi, pour ce poivre? Il me dit, oui, ça poussait partout où on était. Je dis, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Il dit, bah, pour moi, c'est une évidence, c'est le poivre local. Et là, tu te dis, mais enfin, les gars, c'est, voilà. Mais je suis quelqu'un comme ça. Quand j'ai quelque chose qui me plaît, je le fais à 300%. Et les circonstances de la vie ont fait qu'à ce moment-là, bah, j'étais dans une phase un peu plus morose dans ma vie. Et une de mes très proches amies qui me dit, mais ton poivre, il est génial, tu devrais faire quelque chose avec ça. Et tac, tac, tac. Donc, en 2015-2016, j'ai commencé le projet qui a été très difficile parce que de faire connaître ce poivre et d'arriver à le travailler de façon professionnelle à partir du Kivu. Si les gens voient où est le Kivu, ben c'est la région des Grands Lacs. C'est une région qui souffre frontalière avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi et aussi le Kenya, enfin oui, la Tanzanie, mais qui souffre de guerres civiles et voilà, d'exactions assez rudes depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et c'est une région, voilà, où la sécurité n'est pas facile, où travailler au Kivu c'est pas facile. Mais je pense que étant de là, c'était un double challenge pour moi de me dire, voilà, c'est pas facile, je pourrais aller n'importe où en Afrique et importer des épices, être juste, mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'est vraiment de faire connaître ce terroir. Et l'autre chose, c'est que voilà, la région n'est pas connue pour les épices, on n'a pas de tradition des épices, donc voilà, c'est un vrai challenge au quotidien. Je vais un peu arrêter là parce que sinon, voilà, on est parti. Non, mais c'est très bien. Je te pose une question et Ouais, ouais, tu peux en parler pendant une demi-heure. tu vas arrêter, tu vas arrêter. Waouh, ok. Et donc, ça veut dire que maintenant, au niveau du projet Misao, comment ça se passe? Tu travailles à plein temps dans le projet? Tu fais un petit peu d'autres choses en parallèle? Est-ce qu'il y a du changement actuellement ou pas? Comment ça se Écoute, passe? Parce que bah oui, j'imagine, c'est pas que tu importes un conteneur de poivre et que, non. wouh, c'est parti. Donc, En fait, quand j'ai commencé, imagine-toi que, voilà, pour un peu expliquer le contexte des épices, pardon, et toi tu l'as goûté, ce poivre, c'est un peu comme dans le café. C'est-à-dire que tu as deux réalités des épices, deux marchés des épices, deux mondes des épices. Pardon. Tu as les épices de grande consommation. Voilà. Je vais pas dire le bas de gamme parce qu'à la base, ce sont des produits qui, s'ils étaient bien travaillés et bah là, dans le respect du produit, ce seraient des très bons produits. Mais mm, comme ils sont produits de façon astronomique, des milliers de tonnes par an, voilà, on fait plus dans la quantité que dans la qualité. Pardon. Et pour rester dans le poivre, voilà, ça va être le poivre de grande consommation. Ça va être ce que tu vas trouver en supermarché. Ça va être voilà, il y a un cours du poivre, il y a un cours international du poivre, il y a une cotation qui est tenue en Asie. Et c'est les pays asiatiques voilà, qui ont toutes ces cotations sur le poivre et qui mettent un peu les prix, voilà, je sais pas si c'est la même chose dans le café, voilà, dans le pétrole, c'est la même chose. Et donc, selon ce cours-là, ben, tu vas avoir des grands groupes agroalimentaires qui vont acheter et vendre cette commodité qu'est le poivre, comme plein d'autres épices aussi, et qui vont acheter du poivre venant un peu du monde entier. Pour te dire, le poivre va pousser dans les régions tropicales, subtropicales, équatoriales, donc tu vois vraiment toute cette ceinture sur la planète. comme le café, en fait, alors. Ouais, exactement. C'est Ouais. vraiment quand on parlait du café avec toi, on a tellement de similitudes Mm. que c'est exactement cet environnement qu'il lui faut. Il lui faut de l'altitude, il lui faut une bonne terre, il lui faut une bonne pluviométrie, voilà, différents éléments. Mais là, on a vraiment un marché international du poivre. Ça va être Vietnam, Inde, Chine aussi maintenant, Malaisie, Cambodge qui renaît de ses cendres, mais ça c'est plus dans les poivres d'exception comme celui que je fais. Et alors en Amérique du Sud, tu vas avoir le Brésil, voilà, et t'as l'Éthiopie aussi qui en fait, voilà. Disons, c'est toute cette ceinture-là. Et donc ça c'est le premier marché où tu vas acheter ton poivre, voilà, que tu trouves sur les étalages dans les marchés, au supermarché, etc. Que tu payes quand même à un prix élevé. Mais voilà, c'est un poivre où tout le monde dit, bah oui, le poivre, bah oui, ça pique, quoi. Voilà, c'est un poivre. Des fois, je ne même pas. On en met sur le steak. Ça, c'est ce poivre-là. Ou ces poivres-là. Le poivre machinal, j'ai envie de dire. Celui qu'on Voilà. met machinalement dans les plats pour. Celui où on se décarcasse, là, tu vois. Voilà. Et puis après, tu as l'autre monde des poivres. Ça va être un peu comme dans le café, où tu as les poivres rares et les poivres d'exception.
Et aujourd'hui, sur la planète, il y a quelques dizaines de ces poivres. Waouh, Et selon moi, on n'a pas fini d'en découvrir. waouh. Récemment, il y a une connaissance qui maintenant devient une amie belge qui est revenue avec un de ses poivres d'Afrique, mais un truc époustouflant. Et celui-là n'était pas encore connu, tu vois. Je peux en dire plus et je sais qu'il y en a encore d'autres. Et donc, tu as ce marché-là où c'est vraiment des poivres qui vont être produits de façon artisanale, qui souvent vont être soit des poivres de cueillette, ce qu'on appelle des poivres sauvages, ça c'est ce qui définit mes poivres pour le moment au Congo, ou alors des poivres comme le poivre du Cambodge ou du Cameroun, qui font l'objet de plantations, mais qui sont des très grands crus grâce à leur environnement, voilà, ils poussent dans leur environnement naturel, il n'y a pas de pesticides, on va respecter les saisons et on va les sécher vraiment soit directement sur des nattes au sol ou sur des séchoirs artisanaux et on va respecter le cycle de séchage naturel de ces poivres. Et donc là, tu vas avoir un produit qui est évidemment en moindre quantité, parce qu'en une saison, imagine, si tu dois sécher comme ça, tu peux pas faire 20 000 Ouais, tonnes. ouais. Voilà, il faudrait un espace de fou, ça prend beaucoup de temps. Et ces poivres-là, selon les endroits, si c'est une région sèche ou si c'est une région humide, ça va prendre entre 48 heures et 7-8 jours à sécher, comme au Cambodge, où c'est un environnement humide. Mais quand tu respectes le temps de séchage de ces poivres, bah, tu leur préserves toute leur qualité, les parfums, les saveurs, le piquant si c'est un poivre piquant, parce que voilà, ça c'est aussi une autre caractéristique des très bons poivres ou des poivres d'exception. C'est pas forcément le piquant qu'on recherche, c'est plus toutes ces saveurs. Et là, voilà, on connaît plus les poivres d'Asie, qui sont les poivres d'exception. On va connaître 2-3 poivres d'Afrique. Quelques poivres maintenant très recherchés d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et en fait, voilà, tu as quelques dizaines de ces poivres-là qui, eux, ben, ça va être des poivres plus pour les gourmets, ça va être des poivres pour les gourmands, ça va être des poivres pour les gens qui sont vraiment amoureux d'avoir un très très bon produit. Ça va être qualité plus que quantité, parce que du coup, quand tu as dans des toutes petites baies comme ça, que tu as tous ces saveurs et ces parfums qui sont bourrés dedans, qui ont été respectés, qui ont été séchés tout doucement, bah, tu as un produit qui te dure plus longtemps, avec lequel tu peux faire énormément de choses. Voilà, je sais que récemment, toi, tu as essayé un de mes poivres roux dans un tiramisu, tu vois. Excellent. Mousse au chocolat. Mais Voilà. Donc, tu peux pas te permettre ça avec un poivre qui a été, je dirais, maltraité. Donc, voilà, tu auras peut-être un peu de piquant, peut-être. Et donc, les poivres, les terroirs que j'essaie de mettre en avant d'Afrique centrale, ce sont des poivres comme ça que je retrouve, un peu comme ceux de Madagascar. Et toute la difficulté, ben, c'est que chez nous, vraiment en Afrique centrale, on n'a pas une industrie des épices qu'on peut avoir en Afrique de l'Est ou Madagascar où ça fait des centaines d'années ou en Asie. Et donc, tout le challenge de mon projet, c'est ça, c'est vraiment de former les gens de A à Z. wow, Vraiment ok. de tenir toute cette filière. Et là, maintenant, on a commencé les pépinières vraiment pour replanter ces poivres dans leur environnement naturel. Et voilà, au bout de 2 ans, 3 ans, ça va commencer à donner. Mais voilà, les gens me demandaient souvent oh, pourquoi tu te casses la tête, pourquoi tu prends pas les plants de poivre et tu les mets ici en Espagne, où s'il faut du soleil. Je te jure. Non, mais j'ai eu la question, mais très très sincèrement. Et je dis, écoute, ça va être la même chose que si tu me dis, je sais pas, bon, voilà, même pour le café, tu dis prends, Non, c'est tout, et j'essaye de mettre en avant le fait que c'est des terroirs, l'idée de terroir qui doit vraiment entrer dans la tête des gens, l'idée de voilà de l'environnement, du respect du produit qui va pouvoir te donner ça. ouais, et puis l'histoire aussi finalement. Oui, Si tu prends ton poivre et que tu le replantes en Espagne, tu fais du poivre, mais il y a plus d'âme finalement. Alors que là, il y a une âme en plus de la qualité du produit. C'est peut-être ça aussi qui renforce les choses. exactement, exactement. Attends, parce que je fais ma petite liste de questions, me permet de voir. Mais donc là, tu as dit plein de choses. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière au fur et à mesure. Mais donc, moi, je voulais déjà qu'on parle un petit peu de ta
première vraiment expérience avec le poivre, celle qui t'a un petit peu fait poser des questions. Donc, tu me disais que chez tes parents, il y avait déjà ce poivre-là, mais finalement, quoi, tu en mangeais sans te poser de questions. Et un jour, c'est quoi? Parce que j'ai un petit peu lu aussi dans Et l'article l'article qui vient de paraître. Oui, ben oui. ouais, qui est super, évidemment, et où tu disais, voilà, tu as pris un gros pot, tu as senti, et là, ça t'a ramené, quoi, dans des Ah ouais. souvenirs. Tu as eu un peu la Madeleine de Proust, Ah, ça t'a fait voyager dans le temps. Tu peux nous c'était, parler en un peu de fait, ce moment-là? exactement. En fait, ce moment-là, je t'assure, c'était comme si c'était hier, où voilà, on a toujours, enfin, hors Corona, sniff sniff, on fait toujours nos grands repas dominicaux depuis toujours, depuis que je puisse me rappeler, que tu sois à l'autre bout du monde, que tu sois expatrié, voilà, le dimanche en famille, si t'es pas là, t'appelles, hein, tu vois un peu tout le monde. Le dimanche, chez mon père, toute la famille vient, famille proche, famille étendue, c'est toujours un peu table ouverte. Et Ok. je me souviens, bah voilà, c'était 2014. Et ce dimanche-là, je me pointe, tu vois, hein, et je vois ma belle-mère qui est un peu dépassée en cuisine, la table n'est pas mise, enfin, tu vois. Et je sais qu'il y a des visiteurs et des gens qui viennent d'un peu loin. Et alors je dis, bah écoute, Liliane, ben, laisse-moi un peu t'aider, qu'est-ce que je peux faire? Parce que déjà, elle, c'est un cordon bleu. Elle me dit, oh bon, ok, assaisonne-moi tout ce que tu vas mettre dans le four. Elle me dit, allez, ciboulette, ail, sel, poivre. Ok. Et donc, je t'assure, Thomas, j'ouvre cette armoire d'épices et elle ne cuisine que je tape ciboulette, sel et poivre. Et je prends ce gros pot dans l'armoire et c'est voilà, on va dire c'est le gros pot que tu trouves au Colruyt, là, le pot en plastique. Les gros, normalement, c'est des grosses baies dedans. Et je vois des petits grains de poivre plus petits qu'une petite queue comme ça. Et ok, ok quoi. Et je t'assure que déjà, j'ouvre l'armoire, je sens cette odeur. Tu vois, c'est très végétal, très fleuri, ce poivre, très très parfumé. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose là-dedans. Et quand j'ouvre le bocal, je me dis, oh, waouh, ça me ramène à chez nous. Ce parfum enivrant, Waouh. délicat. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est pas, j'ai le même pot à la maison, je sais, ça ne sent rien. Elle me dit, ah, mais oui, écoute, oui, on était en vacances à Bukavu, donc au sud Kivu, le mois dernier. Je dis, ouais, je sais. Ah, c'est ta tante qui nous a refilé, nous a fait des haricots, juste avec ça. C'était délicieux. Et là, ça te ramène, mais ça te ramène tout le truc, et? Elle dit, bah, du coup, elle nous en a séché. Oh, et? Ah bah oui, bah et moi? Mais ça faisait des années, Thomas. Tu vois, c'est depuis mon enfance, depuis mes rares passages au Congo, depuis que j'étais tu vois, pour les vacances, etc. Oh, et là, mais directement, on a appelé la tante. Je dis, et moi? Bah, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais vraiment, c'était quelque chose d'enfoui où voilà, bah, quand t'es ado, tu t'en fiches un peu de tout ça, tu bof, voilà. Et c'est revenu. Je dis, mais je dois absolument. Donc du coup, le mois d'après on m'en envoie. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà, je me dis bah j'ai commencé. Hein, tu vois, si on se connaissait à l'époque, je serais venue t'embêter. Qu'est-ce que t'en penses? Et nana, et goûte, et tati, et tata. Et j'ai acheté d'autres poivres. Et je me dis mais enfin, il est bon, il est bon. Et je commençais un peu à me documenter. Et voilà, arrive voilà dans ma vie de femme où malheureusement bah, des grossesses qui n'ont pas abouti. Et alors là, j'étais au troisième sous-sol. J'étais vraiment en congé maladie. Je voulais même plus sortir de chez moi. Et une de mes très bonnes amies qui me dit, attends, mais je te connais, tu peux pas rester comme ça. Il va falloir se ressaisir. Qu'est-ce que tu fais avec ton poivre, voilà? Oh, j'ai même pas envie. J'étais vraiment flagada. Elle me dit, écoute, on va aller voir un de mes clients, chez qui je suis consultante, et je te parlais de lui, il a une usine ici en Flandre, il fait les épices, etc. Je vais parler de ton poivre, viens avec moi, elle me tire de la maison, et on y va. Et là, c'est là où je pense que j'ai eu vraiment la révélation de me dire, waouh, en fait, d'abord le gars, bah, tu vois, un chef d'entreprise, toute son usine qui tourne, des dizaines de personnes, et toi, tu arrives avec tes deux petits sachets de poivre, voilà. Il me dit, Coucou. j'ai que 30 minutes, mon goûteur. Je dis, ah ouais, il y a un monsieur très sérieux en costume cravate qui vient, français. Ah, bonjour, monsieur le goûteur. On a 30 minutes, on va goûter, on te dit ce qu'on en pense. Ok, je dis, bah, écoute, de toute façon, j'étais un peu bof. Et donc, on goûte.
Et là, les gars, ils me font, ben, nous, on peut pas te l'acheter, en fait. On dit, bah, pourquoi? Je dis, bah, pourquoi? Tu Parce qu'il était de trop haut niveau? comprends? Il Non. me dit, rajouter des mélanges d'épices moulues. Ça, c'est un peu d'exception. Moi, j'étais pas encore, tu vois? Ah, ok. Alors, il me dit d'où ça vient. Alors, je lui explique un peu. Et là, on était dans le grand boardroom, là. Il y avait une grande carte du monde. Et là, il me fait, alors, là, il m'a fait tout un cours sur le marché du Wow. poivre, l'industrie du poivre. On est resté 3 heures. Moi, comme j'ai terminé ces 2 heures de consultance, je restais un peu, et j'en ai pas dormi de la nuit. Et là, j'ai Tu laissé. m'étonnes. J'avais 2 sachets de 2 kilos de poivre, 1 kilo de poivre que j'avais demandé on m'avait acheté ça au marché. Donc voilà, un peu crade, un peu voilà ce qu'on trouve sur le marché local. Et 1 kilo que ma tante avait eu des baies de poivre fraîches, tu vois, ça fait des petites grappes comme ça de petites boules. Ouais, ouais. Et, euh, et ça c'était propre, ça c'était clean, etc. Et donc je lui laisse les deux. Et il me dit, écoute, je vais te les tester en laboratoire. Parce que, voilà, eux, ils ont un laboratoire sur place. Toutes leurs épices sont testées pour tout ce qui est germes ou maladies ou pas, parce qu'il peut y avoir des bactéries, E. coli ou des champignons, etc. Et aussi sur la qualité du produit lui-même. Donc, sur la piperine, sur les huiles essentielles, enfin, sur tout ce qui fait un bon poivre ou pas un bon poivre. Wow. Et donc, voilà, je lui laisse ça. Parce que je dis, mais écoute, moi, je tâtonne un peu avec ce projet. Donc, je sais que ça coûte cher en laboratoire. T'inquiète, on s'en charge. Et effectivement, les résultats sont revenus top parce que voilà, le taux de piperine et dire le taux de piquant de ce poivre était très bon, le taux d'huile essentielle était très bon, donc c'était un très bon poivre qui se classait effectivement dans les poivres d'exception. Ah, attends, Et donc là, tu parles du lot de ta tante en voilà. opposition à l'autre lot qui, lui, Alors est sur les c'était pareil sur la qualité, sur Ok. maintenant Ouais, sur wow. l'hygiène, et c'est ce que je voulais voir. Sur l'hygiène, on était d'accord que celui qui était au marché, dégoûtant. Tout, tout Ah ouais. le E. coli, les bactéries, enfin vraiment impropre à la consommation. Et donc pour moi, c'était important de me dire, ok, maintenant que je sais, ce poivre est bon, il a été testé, donc je ne pouvais pas me permettre, vu qu'on n'a pas de plantation chez nous, on n'a pas de gens qui ont cette expertise et il n'y a pas de vente, il n'y avait pas encore de vente de ce poivre à l'international. Et donc là, je me suis dit, en fait, je ne peux pas juste acheter à n'importe qui. Si je veux garder la qualité de ce poivre d'exception, et tant que j'ai pas de pépinière, bah, je dois faire toute ma filière de A à Z. C'est-à-dire que il faut vraiment que je mette en place, à partir du moment où on va cueillir le poivre aux abords des forêts, qu'on le lave, qu'on le trie, qu'on le sèche, je dois tout faire toute seule. Parce que sinon, je n'ai pas de contrôle qualité, c'est moi qui dois faire le contrôle qualité. Parce que voilà, ça sert à rien d'aller acheter 50, 100 kilos de poivre si tout est dégueulasse. Et donc ça, après, ça m'a pris un an, presque 1 an et demi à mettre en place. Parce que le Kivu n'est pas une région facile, parce que le Kivu est une région compliquée point de vue sécurité, parce que personne n'avait cette expertise. Donc me voilà dans mes trucs d'agronomie, à embêter tous les spécialistes des épices, retourner chez le gars, tiens, et vous faites comment, et qu'est-ce que je dois regarder, etc. À me regarder des tutos dans tous les sens, à me taper des bouquins techniques comme ça. Et surtout, la force, je peux dire, de notre région du Congo, en tout cas voilà, quand c'est ton pays, c'est que j'ai partagé mon projet vraiment avec toute la famille en disant voilà, j'aimerais bien faire ça. Je pense que ce poivre est bon, mais il faut que j'arrive à mettre quelque chose en place pour être sûr que j'ai la bonne équipe sur place pour cette structure-là et pour pouvoir voilà mettre mon modèle en place. Et donc de fil en aiguille, mais tu cherches trop loin. Si tu veux des gens de confiance, bah, travaille avec les ONG locales parce qu'elles connaissent très bien le terrain. Et donc, on a trouvé une ONG qui, en fait, elle s'occupe des populations déplacées au Kivu. Parce que tu as regardé que le Kivu, c'est quelquefois la Belgique. Hein. Pour aller de Bukavu à Kamituga, là on était au sud Kivu, tu as déjà 200 km de route, et puis on a continué encore un bon 100 km. Donc voilà, tu as déjà traversé une fois et demie la Belgique, on est juste à une partie du sud Kivu. On a mis les opérations vraiment, voilà, le tri, le stockage, etc. Et où est la SBL à Goma. Donc tu remontes, c'est juste
à la partie sud du Nord Kivu. Donc, c'est vraiment, tu remontes le lac Kivu. Et là, pourquoi? Bah, c'est parce que c'est là qu'est l'aéroport principal. Bah, voilà, c'est là où il y a de la place. Et en fait, tu as toute une route nationale qui sort de Goma, qui va à l'intérieur du pays, qui va jusqu'au sud Kivu. Et c'était, voilà, il fallait vraiment réfléchir à toute cette logistique-là, à trouver un terrain où, à terme, on pouvait s'installer pour mettre nos séchoirs à poivre et aussi voir où est-ce qu'on pourrait aller sensibiliser les communautés paysannes sur ce poivre et sur le projet poivre. Donc, 1 an et demi à mettre tout ça en place. Voilà, c'était hard. Et puis voilà, on est arrivé en 2016. Et là, là, j'ai fait quasiment 1 mois sur le terrain, rencontrer les gens de la SPL, faire venir ce que j'appelle les chefs d'antenne. Donc tous ceux avec qui on allait travailler dans certains points, c'est que bah, là il y a du poivre, là il y a du poivre. Donc on avait identifié une trentaine de sites entre le nord Kivu et le sud Kivu, en évitant les zones à risque, les zones chaudes. Et à la fin, on s'est dit bon, là c'est compliqué, là il y a des mercenaires, là il y a des milices, là ça va pas aller, là les routes sont bloquées, là il y a l'armée, il y a des tas de choses à prendre en compte. Et à la fin, on travaille avec 7 sites entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et donc, le rôle d'une ONG là-dedans, c'est quoi? C'est d'identifier les sites et d'aider un peu au niveau opérationnel et Voilà. sécuriser des choses aussi ou... Exactement. En fait, le modèle qu'on a mis en place, c'est celui-ci. Tu vas voir que le poivre, il pousse pas en ville. Il pousse soit dans les forêts ou aux abords des forêts, donc derrière les villages. Et donc, dès que tu as certains villages, il y a certains où bah, tu as 1 kilomètre à faire et tu peux déjà trouver sur des très grands arbres. Le poivre, en fait, c'est une liane, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est une liane, si vous connaissez un peu comment pousse la vanille, bien si vous regardez vite sur Internet, plant de poivre ou poivrier, il y a besoin d'un tuteur et qui s'agrippe le long d'un arbre, ok, et ça fait des petites grappes comme ça, avec tous les petits grains de poivre. Et donc, si vous regardez même les plantations de poivre en Asie, bah, tu auras toujours un grand piquet, un arbre de minimum 2 mètres, 3 mètres, jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et cette liane, hop, elle s'enroule autour de cet arbre ou de ce piquet en bois. Et elle a besoin vraiment d'une couverture, vraiment d'un couvercle. Wow, ok. En fait, sa photosynthèse est un peu différente. Elle a besoin d'ombre et d'humidité, un peu comme le cacao. Là, elle se rapproche plus du cacao que du café. Elle a besoin de se couvrir de cette chaleur. Et à partir de 2-3 mètres, alors, donc elle recherche cette chaleur, elle recherche le soleil, mais elle n'y arrive jamais. Et donc, c'est là-dedans qu'elle s'épanouit et qu'il faut aller alors grimper et couper voilà, comme des grappes de raisin. Donc, pour récolter le poivre, on grimpe carrément sur le tuteur, on va dire, Ouais. pour aller couper. Il n'y a pas une manière industrielle je sais pas moi, d'arracher les lianes et dans les gros Alors, trucs industriels. voilà. Si tu vois des photos de plantation, ben, ils ont toujours des grandes échelles et ils vont couper là au-dessus. Ce que tu peux faire, ce que j'ai vu avec les populations locales au Congo, pas au Kivu mais en Équateur, eux, ils tirent la liane sans l'arracher. Ils la tirent au sol, ils enlèvent toutes les grappes et puis ils la repiquent. Tu peux la casser tant qu'elle est dans son environnement, elle prend très très bien dans le sol autour, tu la repiques au bas de l'arbre et 1 an pour remonter, à la 2e année, elle va redonner des fruits, des petites baies. Et alors, voilà. Okay. Et autour des arbres comme ça, si c'est dans leur environnement naturel, les arbres sont immenses, tu peux mettre là on avait compté en Équateur, jusqu'à une quinzaine, une vingtaine de lianes qui poussaient comme ça autour de l'arbre. Mais quand tu es dans une plantation, le tuteur est plus fin, souvent on va prendre des bambous, et là, bah, tu vas avoir 1 ou 2 lianes autour maximum. Et voilà. Et donc ça donne normalement chaque liane va donner tous les 2 ans. Et ça donne par saison. Donc au Kivu, on a une grande saison, donc de avril jusqu'à septembre, et puis tu as hop, de nouveau saison des pluies. Puis là maintenant, tu as une petite saison sèche où tu as encore des grains de poivre où on peut encore cueillir un tout petit peu pendant la toute petite saison. Et puis de nouveau, grosse saison des pluies. Et voilà. Mais il faut dire aussi qu'avec les changements climatiques, ce truc de grande saison, petite saison, quand on commence à être un peu mouvant. Donc on Comme dit dans le café, c'est un truc de dingue. ouais. C'est exactement la même chose. Il y a la période de récolte est plus compliquée. Il y a de la maturation à différents niveaux. C'est un peu, ça fuck up un peu tout les rythmes naturels en fait. Mais, ouais. Donc, moi maintenant, je considère juste qu'on a une saison parce que tu vois là, on est fin janvier et là, à Bukavu, c'est des grosses pluies intenses, donc on va rien faire. Moi, je dis, je laisse tomber. Je dis, on se focalise seulement sur la grande saison. Et donc, avec l'ONG, c'était vraiment de mettre ça en place, de dire, ok, moi, quand j'étais en 2016,
On avait déjà identifié les sites, on avait fait notre étude de marché, on avait déjà sensibilisé les populations dans les villages où on voyait qu'ils étaient déjà habitués, qu'ils connaissaient déjà le poivre. Et donc, j'ai fait des ateliers poivre. Donc, tous les gars, on les a fait venir à Goma, donc là où on était, là où est la SBL. Et on a passé 4-5, et tous ont ramené du poivre frais de leur localité. Et donc, j'avais amené tous mes bouquins. Hein. J'aurais laissé des grands cahiers pour faire leur traçabilité, leur expliquer le principe de Trop traçabilité. bien. Wow. Ah oui, parce que je me dis, en fait, j'avais remarqué qu'à chaque fois qu'on voyait des échantillons, je me dis, mais il est un peu différent celui-ci. Je suis là aussi. Ah ben, les grains sont plus petits, mais ils ont cueilli trop tôt. Donc tout ça me perturbait un peu. Et à la fin, je me suis rendu compte que voilà, plus on s'éloignait de Goma qu'on allait vers le nord, la terre devient, voilà, donne un poivre plus acide, plus amer. Et quand on est vraiment au sud de Kivu, alors on est moins en altitude, on est peut-être à 800 mètres, 900 mètres. Nord Kivu, on est à 1200, 1400 mètres. Donc le café est beaucoup mieux par là, tout le long du lac dès qu'on monte. Et ce poivre-là était plus petit, moins fort en parfum. Et au sud Kivu, il te fait des gros grains, mais quelque chose d'honnête, quoi. Vraiment, voilà. Et donc déjà avant d'arriver, j'ai dit mais tout ça, il faut qu'on sache. Et c'est pas qu'un poivre est moins bien que l'autre. C'est juste que C'est tu dois juste savoir différent, quoi. voilà les différences de goût pour que moi directement, je sais quand on voit, j'ai dit ah ça vient au nord de Béni. Je vois directement. Et donc, on a fait toutes ces traçabilités. J'aurais expliqué. Alors, chacun avait amené des grands sacs de baies de poivre frais. Il y en a qui avaient amené du vert. Il y en a qui avaient amené un stade où c'était déjà orangé. Il y a un autre gars, le pauvre, il a perdu 2 jours en route, donc son poivre était quasiment rouge pourri. Et donc, on avait, je crois, une trentaine de kilos de poivre. Et voilà. Et alors, on a fait vraiment 3-4 jours. Ils étaient tous là. C'était voilà, c'était un peu bed and breakfast là dans la grande maison. Tout le monde a dormi un peu partout. Et on a travaillé ça de A à Z. Et j'avais mes bouquins, parce que t'imagines que j'avais jamais séché du poivre avant. Et Trop moi, j'avais bien. la théorie, tu vois. Mais j'étais excitée parce que je voyais ce poivre frais. Et je pouvais enfin le travailler comme j'avais vu tellement de choses avant. Et on l'a fait, voilà, pendant tout le mois où j'étais là. On était jusqu'en forêt, on est descendu jusqu'au sud Kivu. Donc, on les a vraiment formés. Et eux, l'idée, c'était, voilà, on vous forme. Et dans cette ASBL, en fait, cette ONG qui s'occupe plus d'éducation et de garder les enfants des populations déplacées à l'école. Parce que c'est ça tout le problème au Kivu, c'est que, voilà, toutes ces populations déplacées, bah, il y a toujours des guerres, il y a toujours des milices. Donc, les cibles les plus faciles, c'est les enfants et les adolescents. Parce que, voilà, si on n'a pas assez à manger à la maison, bah, s'il faut payer l'école, alors que s'il rejoint une milice, bah, il va recevoir un peu d'argent, mais il va plus à l'école. Voilà. Après, tu as des enfants qui reviennent complètement bousillés dans la tête, qui ont commis des actes atroces et qui sont déscolarisés. Et donc, le but, c'est vraiment d'arriver à ce que ces familles ne doivent pas lâcher ces enfants-là, voilà, vraiment de limiter les dégâts. Et donc, les gens de la SBL, c'est des instituteurs et des institutrices de village, tu vois. Et donc, ils ont déjà ce noyau dans les communautés paysannes où les gens déjà leur font confiance, parce que l'instituteur, ça reste, c'est un peu comme ici, il y a quelques décennies où l'instituteur, c'était, voilà, la figure. Et eux, maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est que pour chaque famille qui adhère au projet poivre, donc qui va accueillir pour chaque, on avait mis X kilos de poivre frais, qui ramènent, qu'ils vont sécher là sur les établis dans le village, eh ben, pour X kilos, dans cette famille-là, il y a la scolarité d'un enfant qui est assurée. Waouh, ok. Donc, C'est énorme, voilà. en fait. Mais j'ai pas mis ça ouais, mais j'ai pas mis ça en place toute seule. C'est vraiment avec leur Ouais. aide. Parce que moi, je parlais en termes commerciaux et eux, ils parlaient en termes de développement humain, Ouais. d'ASBL, de sociétaire. Et donc, ils m'ont dit, mais écoute, nous, ce truc de, et puis on est dans la brousse, leur donner de l'argent, tu sais, c'est compliqué. Mais si on sait que nous, ça va payer les frais de scolarité, là, on va capter leur attention. Je dis, bah, écoute, génial, pour moi, ça marche. Mais ça veut dire que bah, on a des gens qui sont bien formés et on n'achète pas le poivre à d'autres ailleurs, parce que voilà, tout le monde fait un peu son truc. Mais c'était aussi de convaincre plus ces femmes que ces hommes, c'est souvent les mamans qui vont aller vendre le poivre au marché, de dire, écoutez, au lieu de passer votre journée dans les marchés du matin au soir sous le soleil à vendre un poivre qui n'intéresse pas beaucoup la population locale, parce qu'on en utilise très très peu chez nous,
et ton poivre, tu as un sac de 20 kilos pour l'écouler en 6 mois, un prix dérisoire, mais viens travailler avec nous juste pendant la saison. On te paye 5 fois plus, donc tu reçois déjà 5 fois plus. Ah oui, au moins, et tu vas scolariser. Mais après la saison, tu dois pas rester au marché du matin au soir. Donc voilà, ça c'est le modèle qu'on a mis en place. Ça c'est vraiment ça. Et après le poivre est ramené vers Goma, retrié, parce que voilà, comme tu as vu. Et le poivre qui est non trié, bah je le vends en vrac ou je le vends de d'autres façons. Retrié pour les calibres d'ici et voilà. Et puis réexporté ici par avion. Et comment on trie du poivre pour les calibres d'ici? C'est dans des machines? C'est à la main, Non, à l'œil? à la main. Donc ça veut Donc c'est dire, quoi? Chaque baie où les défauts, on trie les défauts, enfin c'est comme dans le voilà. café. Ok, on trie les défauts visuels à la main, quoi. Oui, alors en fait, ça dépend un peu. Moi, je leur dis toujours, attendez vraiment qu'on arrive vraiment pas trop tôt, parce que sinon les baies sont trop petites. Elles doivent arriver, en tout cas chez nous, pour cette variété de poivre-là, à 5 ou 6 millimètres de diamètre. Verte, mais 5 ou 6 millimètres de diamètre. Pour faire un bon poivre noir, tu prends les baies vertes que tu vas laver, tu vas mettre au soleil, et puis voilà, avec l'oxydation, avec la chaleur, ça va vite s'oxyder, ça devient noir, et tu as ton beau poivre noir. Si tu as déjà, On va pas trop vite, on va pas trop vite. Donc tu vas les ouais, laver, c'est-à-dire que tu vas les laver, tu vas les laisser tu vas juste les rincer ou tu vas les laisser alors, un peu fermenter dans de l'eau? Parce que dans le café, on a la méthode laver. Mais ah, le grain, la cerise, on dépulpe la cerise, mais on laisse le grain finalement dans des tanks avec de l'eau pendant 12 heures, 24 heures, et puis on lave l'eau viciée de la fermentation. ce que tu fais là, ça pour le poivre, on le fait pour le poivre roux, pour le poivre rouge, et pour le poivre blanc. Cette méthode-là. Ok. Tu vois. Donc, ce truc de fermentation existe aussi pour le poivre. D'ailleurs, dans la région de l'Équateur, j'ai regardé comment eux faisaient localement avant que je vienne imposer mes méthodes. Et eux, pour que le poivre soit beaucoup plus fort, que tous les arômes ressortent, ils le cueillent vert, ils le laissent dans les grands sacs, tu vois, les sacs, pas des sacs en jute, mais les sacs blancs, là. Ils le ferment dedans, ils le mettent voilà, dans la hutte, dans la case, pendant 24 heures, 48 heures. Et ça commence à fermenter un petit peu. Ah ouais, ouais. Tu vois, donc bien, bien fort. Et puis alors, ils le sortent de là et ils le mettent à sécher. Alors moi, ce que j'ai imposé, comme on a, c'est du poivre qui vient de forêt, ce que moi j'impose, c'est qu'on lave d'abord le poivre à l'eau froide. Ben voilà, parce que tu vas avoir, t'es dans la forêt, donc tu as les oiseaux qui passent dessus, tu as les insectes, tu as toutes sortes de parasites. Donc première chose, vous le lavez avant de le sécher. À ce stade-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trier, parce que sur une même liane, sur un même arbre, il peut y avoir plusieurs lianes. Il y en a où les baies vont être vertes, les autres vont être déjà oranges, déjà mûres. À ce stade-là, déjà, je leur demande de trier les grappes, les très mûres, les vertes ensemble, même oranges, on peut mettre vertes et oranges ensemble, et les très mûres, on les met de côté. Les très mûres, on les met de côté. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on fait ce que moi j'appelle le poivre roux, celui que tu aimes beaucoup. Tu vois, Ouais. très très parfumé, parce que la baie déjà, c'est comme un fruit mûr presque pourri, donc c'est très 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 intense. Et celui-là, on va le sécher, pas directement au soleil, on va le sécher encore plus lentement, tout doucement, sous un auvent, pour lui garder cette belle couleur rouge comme ça. Et voilà, il va être beaucoup plus délicat. Pour le poivre noir, nous en Afrique centrale, voilà, on peut le mettre un peu à fermenter ou pas. Moi, je le fermente pas parce que je trouve que le poivre du Kivu a déjà énormément de très bons parfums et donc on le laisse comme ça. Mais effectivement, tu as d'autres méthodes où, pour le poivre, par exemple, pour le poivre de Cambodge, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre dans des grands fûts, dans de l'eau, fermenter 2, 3 jours. Tu le ressors, tu le sèches, tu le remets encore dans de l'eau. Et puis après, tu auras tu vois, le poivre rouge, tu as cette façon qui est un peu craquelée comme ça sur la baie de poivre. Voilà, c'est tout ce processus-là. Incroyable. Ok. Parce que l'autre fermentation dans le café, c'est ce qu'on appelle la fermentation sèche. Et en gros, on Ouais. cueille les cerises et on les met à sécher, fermenter pendant 3 semaines au soleil. Et ensuite, Waouh. on va dépulper. Et là, on a un goût beaucoup plus dominant, fruité, peu acide. C'est très différent pour une même variété d'avoir une fermentation lavée ou naturelle. Et puis, on a d'autres fermentations expérimentales. Maintenant, il y a beaucoup d'innovation et de recherche et tout. Mais donc, ouais, clairement, il y a énormément de parallèles. Ouais. Euh, Mais et
Alors, tu vois, les gens souvent me demandent, voilà, quand ils voient tous ces poivres différents, cette façon de faire là, de fermentation, où tu vas, pour le café, il faut dépulper, parce que ce qui intéresse, c'est la graine à l'intérieur. Pour le poivre, en fait, quand on dépulpe, c'est qu'on va faire du poivre blanc. Attends, parce que moi, j'ai toujours pas compris. D'ailleurs, j'ai mon petit pot avec le poivre que quelqu'un a ramené Ouais. à mes voisins. Attends, on va pas bien le voir à la caméra. Ah oui, mais ça, c'est comme du Ah merde, timut. je suis tout C'est content. ouvert comme ça, c'est des petites baies ouvertes. Alors, c'est des petites baies ouvertes, mais je ne savais plus. En fait, parce que je suis prêt à l'utiliser avec mon poivrier, je l'ai mis à sécher au four à basse Ouais. température, mais je ne sais pas si je dois le moudre tel quel ou si je dois retirer les baies ou si c'est les baies plus la cosse qui font le poivre. C'est à quel parfum ton petit poivre là? J'ai aucune idée. C'est plus citronné, c'est comment? Oh. Je peux le sentir comme ça, séché? Ouais. Il dégage une Tu odeur? peux, tu peux écraser vraiment la cosse. Parce que moi, je Parce crois que que tu as là, une je l'ai variété, c'est séché, soit hein. c'est comme du timut ou c'est comme du Sichuan, ça. Ah ouais, purée, l'odeur. Voilà, quand tu l'écrases. Alors ça c'est ce qu'on appelle un faux poivre. Tu vois? Ça, en fait, ça va être une Ouais. épice qui se rapproche du poivre dans les caractéristiques de parfum, saveur, piquant, etc. Mais en botanique, c'est pas un Piper nigrum ou un Piper guinense. Ça va être d'une autre famille en botanique. Donc Mais ça, on le c'est, moud dans un moulin et on l'utilise comme du poivre, ou pas? non, celui-là, tu l'écrases, celui-là, mais tu dois pas garder la petite baie qui est au milieu de celui-là. Ça, c'est vraiment une Ah, autre c'est variété. ça. Mais on Ouais. peut manger la baie. Oui, c'est la baie qui se mange, mais pas celui-là, pas la baie, pas la petite, le petit noyau. Ah, mais attends, moi je suis complètement confus. Le petit noyau, je pensais que c'était ça la baie. Enfin, Non. désolé, hein, on fait un petit truc technique, mais Tu sais attends, le je te montrer sur ta dis. main? Ouais, je vais essayer de le montrer comme ça à la caméra. Voilà. Donc tu vois, Eh j'ai ben, une cosse ouverte avec une baie noire dedans. La cosse est plutôt rousse. c'est la cosse. Ça, c'est un poivre spécial. Je vois pas très bien selon la taille. Je crois que ça doit être comme un timut ou, ou un Donc sichuan. Je là, crois que c'est un timut. si tu veux, là j'ai retiré la. Attends, parce que je vois pas ce que je fais. Oh mon Dieu. Ouais, c'est Donc ça. là j'ai la cosse et C'est la là cosse. j'ai. Et la cosse, tu l'utilises comme ça, tu la jettes comme ça dans la nourriture ou tu l'écrases un peu au Donc pas mortier. la baie quoi, juste la cosse. Non. Et ça, tu vois, dans les poivres rares, en fait, tu vas te rendre compte que voilà, le poivre que moi je fais, les poivres du Congo ou les poivres endémiques en Afrique, c'est des Piper guinense. Donc ça va être des petits poivres ronds avec une toute petite queue. Celui de Madagascar, ils ont aussi un poivre sauvage qui est un Piper bornense. Donc il va être, voilà, ça va être un petit poivre avec une petite queue et le corps est très allongé avec quasiment une petite pointe. Et le poivre que tu vas retrouver dans le commerce partout, celui qu'on plante partout sur la planète, celui vraiment de plantation, c'est le Piper nigrum. Donc c'est vraiment le gros poivre rond, les grosses baies rondes sans queue. Et donc tout ça, c'est des variétés de poivres différentes. Si tu vas maintenant dans les puristes, dans les experts en poivre, ils vont te dire, mais non, le seul vrai poivre, c'est le Piper nigrum. Tous les autres, c'est des faux poivres. Bon, mais là, moi, je trouve qu'on vient un peu dans élitiste machin. Pour moi, celui que tu as là, c'est un poivre génial. Le Sichuan, il est excellent. Les poivres longs, on va te dire aussi que ça, c'est des faux poivres. Tu vois, tu as des poivres qui sont comme le poivre de Jamaïque ou poivre d'Indonésie, qui font comme plein de petites grappes comme ça. Ben ça, voilà, ils sont excellents, ils sont piquants, ils ont beaucoup de parfum. Mais en botanique, c'est encore une autre variété. Donc, ça va être un faux poivre. Mais ça, c'est aussi des poivres spéciaux. Tu vois, si tu vois le poivre de Jamaïque, tu vois lequel c'est? C'est des, Non, je suis vraiment nul pour ça. Mais tu m'avais montré aussi un poivre du Sénégal qu'on utilise dans le café d'ailleurs pour faire une préparation voilà. avec du café. C'est un faux poivre aussi. Ça, c'est un faux poivre. Ça, c'est un poivre long d'Afrique qu'on appelle le poivre de Sélim. Et ça, en fait, si tu vois, c'est un arbuste, en fait. C'est un arbuste qui fait des petites cosses comme ça. Et on utilise ces petites cosses, on dirait ça ressemble comme des petites mini gousses de vanille. Et celui-là, il est plus camphré, mentholé. C'est un faux poivre, mais il a le piquant du poivre. Et là, tu vois, ça, c'est intéressant, tu vois, quand tu dis ce poivre-là, c'est que l'utilisation des poivres va être vraiment différente qu'on soit en Asie, en Amérique centrale, en Afrique ou en Europe. Tu vois, en Europe, on reste sur poivre, aliment.
pas aliments sucrés, pas fruits, pas machin, vraiment sur viande, poisson, légumes, voilà, que ça. Alors que si tu regardes dans les pays arabes ou dans les pays islamisants, eux, ils vont prendre leur thé, leur café ou même en Inde avec des épices. Tu vois, c'est vraiment Ouais, tout à fait. le poivre dont tu parlais au Sénégal, c'est le poivre qu'on met, c'est une des épices principales qu'on met dans le café Touba. Donc il y a une ville Oui, c'est sainte qui ça. s'appelle la ville de Touba, et donc on va torréfier le café avec ce poivre-là et avec d'autres épices. Et tu vas avoir un café, voilà, très rafraîchissant, voilà, très épicé, tout comme en Afrique du Nord, ils vont mettre un peu de cardamome dans leur poivre, ou en Éthiopie, ou voilà, tu vas avoir tous des mélanges d'épices qu'on allie. Et donc ça, c'est un des poivres chez nous qu'on utilise plus comme ça qu'en cuisine, ou qu'on va utiliser voilà, de façon plus médecine douce, médecine traditionnelle, de façon thérapeutique. Ok, j'ai trop envie de faire un atelier du poivre. On va quand même mettre ça un jour en place quand on sera hors Covid. Mais j'ai une autre question un peu. En Belgique, finalement, il y a des gens qui font. Parce que là, on parle du poivre et finalement, le poivre est une épice. Alors, je ne sais pas si c'est réducteur de dire que c'est une épice parce que c'est un monde en soi, comme chaque épice a un monde en soi à proposer. Mais, euh, mais est-ce que c'est facile de trouver des épices, donc du poivre, mais par extension des épices de qualité? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce boulot-là en Belgique ou peut-être en France? Et quels seraient les critères? Parce que tu vois, moi, quand je parle à des amis à moi qui sont dans la cuisine, ils me disent toujours, ah, mais va chez les Turcs du coin, ils ont des très bonnes épices. Mais c'est un peu comme dans le café, on dit, va prendre du café italien, c'est super bon. Et Voilà. c'est un peu une vision passéiste sur une mythologie très puissante, mais au niveau du travail technique du produit, on n'est pas du tout dans un travail Non. qualitatif, en tout cas innovant. Et donc, quels seraient un peu, voilà, qui font du bon boulot? Quels sont les critères? Comment ça se passe au niveau du poivre? Ben, écoute, alors, par rapport Belgique-France, on est toujours grand frère, petit frère, si je puis dire. Et en France, ils sont énormément. Alors, Ah, waouh, ok. ouais, il y a beaucoup, beaucoup de spécialistes des épices. Souvent, ça va être d'anciens chefs qui se mettent dans les épices ou des gens qui adorent les épices qui deviennent chefs. Enfin, c'est vraiment, voilà, tu vas avoir vraiment, tu dois regarder aussi le passé d'un pays. Entre la France et la Belgique, bah, la France a pu aller historiquement en Asie, Madagascar, l'Afrique, enfin de par le monde, et ils ont été très vite exposés à ce monde des épices, à ces cultures des épices, voilà. Donc tu vas avoir beaucoup plus d'affinité avec ces épices. Tu as aussi énormément de communautés différentes dans ce pays-là, énormément d'influences d'Asie et d'Afrique ou des Caraïbes, et donc les épices, des marchands d'épices en France, si je puis dire, tu en as des tonnes. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle des chasseurs d'épices. Ok. Donc des gens vraiment qui vont rechercher ce que je fais là partout dans le monde ou dans des régions bien spécifiques ou pour des produits bien spécifiques. Et souvent, il y a, voilà, si tu regardes un peu l'historique en France, les bateaux arrivaient par la Bretagne, et il y a énormément de spécialistes d'épices en Bretagne, bah, parce que tu avais un grand port où il y avait toutes ces grandes épices qui arrivaient du monde entier. Et donc, il y a deux, trois chasseurs d'épices en France et des Bretons. Voilà, il y a quelque chose avec les épices et la Bretagne. Les gens disent pourquoi les Bretons, mais voilà, c'est un peu Les routes, ouais. ouais, cet héritage-là. Mais en Belgique, je veux dire sincèrement, à part quelqu'un d'autre qui travaille vraiment avec les chefs, rien que pour les professionnels avec qui je travaille et dont j'admire beaucoup le travail, les chasseurs d'épices, on n'est pas nombreux en fait. Tu vas avoir quelques marchands d'épices, tu vas avoir deux, trois familles établies. Euh, Franchement, en Belgique, t'en as pas 10, t'as pas 10 marques. Tu peux taper sur Internet poivre rare ou épices de qualité Belgique, tu vas peut-être trouver 10. Après, tu vas retrouver certaines maisons, comme il y en a à Liège, il y en a ici à Bruxelles ou plus en Wallonie, où tu vas arriver dans le magasin, bah, ils ont des très bonnes épices. Ils travaillent avec des petits producteurs de par le monde, mais il y a personne qui fait le travail que je fais de A à Z et d'aller chasser les épices moi-même et de les découvrir et d'amener des nouvelles épices. En France, là, il y en a beaucoup plus. Donc, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait pas ce travail-là, finalement, on achète des épices à des grands distributeurs qui, eux, donnent ou pas de la traçabilité. Et parce qu'on se rend compte que dans le café et le thé, la plupart du temps, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les gens font pas le travail
d'aller Ouais, aussi loin. Et finalement, ils achètent à des importateurs qui vont avoir un voilà. menu, on va dire un panel de café, mais ça s'arrête un peu là. Et finalement, le travail sur le produit ou la qualité en soi, Ouais, je veux bon, dire, sur la qualité en soi, il y en a, en Belgique, il y en a peut-être 5 ou 6. Et dans mon cas, moi, pour le moment, je me spécialise sur mes poivres et mes épices d'Afrique et celles que moi je produis. J'en rajoute maintenant, voilà, comme le poivre du Cameroun, le poivre du Pendja, où je travaille avec les associations de producteurs de la région, parce que c'est un poivre incontournable, c'est un poivre qui est reconnu, c'est un poivre qui a un label international. Et je ne peux pas parler d'épices de poivre africain sans parler de celui du Pendja. Donc voilà, mais il n'y a pas énormément. Il faut voir aussi que on n'a pas encore, peut-être que c'est comme pour le café, ça commence à venir, comme toi tu le sais dans ton métier, ça commence à venir où les gens s'intéressent, de dire, bah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ces épices que, que je goûte, ben, je découvre de nouvelles choses. Un autre point, si tu vas juste dans un supermarché, même tu vas acheter tes épices. Ok, tu arrives dans le rayon. Et je vous défie tous qui allez regarder ce programme. Vous allez dire, bah, j'ai acheté mon petit poivre. Tournez le petit paquet ou le petit pot, peu importe. Et je vous défie que 9 fois sur 10, vous n'avez pas l'origine de ce poivre. Ce ah qui est ben, grave. 9 fois ben, sur 10, il n'y a pas mais toutes écrit les, l'origine. c'est la même chose dans le café, hein, Voilà. souvent. Et après, regardez le prix au kilo, et vous allez dire, ah ouais, quand même, je paye ce truc plus de 100 euros le kilo, parce qu'on se rend pas compte, hein, j'ai toujours un petit paquet, un petit paquet, un petit paquet, un petit paquet, et j'ai pas l'origine. Je ne sais pas d'où vient ce poivre, je sais pas qui est le producteur, je ne sais pas, et pourtant, j'ai quand même payé un produit qui a plus de 100 euros le kilo. Mm. 50, même 200, ça va dépendre du conditionnement. Donc c'est très très rare. Je dis pas qu'il y en a pas, mais voilà, si tu vas chez ton voilà magasin turc ou magasin oriental, oui, ils vont avoir un choix immense d'épices, mais souvent défiler de savoir ça fait combien de temps que ça a été cueilli, comment est-ce que ça a été conservé. Bon, bah, Il y a encore du boulot là, ouais, c'est clair. voilà. Tu vois donc Ah ben au là, on point a de vue, quelqu'un qui nous regarde, je sais pas si tu vois, qui vient de regarder sur ouais. 3 poivres différents et qui confirme qu'il n'y a pas d'information sur Voilà, l'origine. voilà, exactement. Il n'y a Mm. pas. Et je trouve ça grave en fait. Tu vois, c'est comme pour le café. Moi, quand tu m'as fait goûter des cafés d'exception, je me suis dit, je passais des années à boire. Qu'est-ce Mais que je buvais? attends, ce ne sont pas Quoi. des cafés d'exception, c'est ce que le café devrait être s'il était correctement sourcé Exactement. et travaillé. C'est ça le truc, c'est Voilà, pas un produit d'exception, c'est juste le vrai potentiel du café comme du poivre. Hein. Mais, voilà. mais pour les gens qui sont pas aussi spécialistes que toi, c'est quoi? On en revient finalement, c'est la même chose que ce dont je parle en formation, mais on en revient au goût, quoi. On Ouais. goûte finalement Il faut mais goûter, il faut se créer ses petites filières à soi, il faut faire ses petites recherches. Tu vois, c'est comme, voilà, moi quand je me dis, ben, je veux manger un bon saumon, ben, je sais que non, moi je mange, au lieu de manger 5 fois du saumon, je prends juste un saumon sauvage une fois tous les X, et je sais que voilà, j'ai mangé quelque chose, je sais la traçabilité, je sais la qualité, etc. Et donc, il faut ouais. vraiment faire la même chose sur les épices. Une fois que vous trouvez des graines de nigel qui vous plaisent, ou de la cannelle, ou un poivre, 2 poivres, 3 poivres différents, ben, gardez ça, recherchez là-dedans. On le fait bien Oui, pour le mais café. ça me paraît pratiquement inaccessible. Enfin, j'ai l'impression que les bonnes épices sont très peu à portée de main, quoi. Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'offres, mais tu peux acheter chez Misao, tu peux acheter en fait, il faut pas avoir peur d'acheter en ligne. Il y a beaucoup de marchands qui sont aussi en ligne parce que c'est vrai que en Belgique, on n'a pas beaucoup de points de vente. Tu dis waouh, j'arrive ici, super, il y a Ouais. toutes les poivres, les machins. On n'a pas ça. Tu peux aller même chez Rob, tu vas dire oh là là, c'est oui peut-être 2, 3 magasins en Flandre, en Wallonie, voilà, on n'est pas c'est pas aussi aussi Ouais, ça, c'est pas évident, quoi. Mm. voilà. Mais voilà, moi je dis comment il faut se faire sa petite filière parce que tu vois par exemple une fois que tu découvres 2, 3 poivres qui te plaisent, comme un bon poivre de Cambodge, waouh! Mais je t'assure Thomas, tu vas pas en mettre autant qu'un poivre de supermarché, mais le goût de ça, Ah non, voilà. mais t'inquiète, moi je le sais, ton poivre, on l'a mis sur un vacherin Mont d'Or qui sortait du four avec la graisse du fromage. On a eu une Ouais, explosion
de fraîcheur avec ce poivre noir. C'était juste, on s'est regardé, genre, truc de dingue. Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on s'est jamais calibré, quand on n'a jamais goûté un bon poivre. Moi, j'ai eu cette révélation en goûtant tes poivres où je me suis dit, mais en fait, je n'avais jamais goûté un bon poivre. Et du coup, maintenant, j'ai un référent. Et c'est vrai que j'avais posté des trucs aussi où je fais toujours un concentré de curcuma. Et un jour, Ouais. ben, c'est peut-être toi qui m'as dit, il faut activer le curcuma avec du poivre, sinon on peut boire des litres, ça sert à rien. Mais je me suis dit, mais le poivre de grande distribution, il active rien. Il est probablement Non. un En peu fait, je veux vide, dire, mais oui, la différence, ça va être un peu comme des bons cafés ou bien sourcés ou bien travaillés. Imagine qu'en grande distribution, les gars, ils ont des hectares et des hectares de poivre. Ok, arrive, le poivre est mûr, bah, il faut sécher tout ça. Ils vont pas prendre comme moi qui fait juste quelques centaines de kilos, ils vont pas prendre le temps de sécher. Non, eux, ils doivent le sécher dans un grand four industriel parce que ça doit partir, ça part dans les cargos, c'est déjà prévendu. Ils savent qu'ils vont faire autant par saison. Et donc, on le sèche. Imagine, tu mets dans ton four ces petites baies de poivre qui sont minuscules. Ça sèche en 2 heures à 300 degrés. Comment veux-tu que tu gardes quoi que ce soit à une température aussi haute et aussi rapidement? même Impossible. ça veut dire qu'elles sont pas réellement séchées, elles sont presque torréfiées en fait. Ouais. En deux, Alors, 3 heures, boum, tu vois? peut-être pas avec Maestria, mais en tout cas, elles sont soumises à de la chaleur qui fait que l'humidité va s'en aller et qu'elles vont pas vraiment développer finalement leur potentiel gustatif, quoi. Donc, Exactement. on les processe plutôt que vraiment de les sublimer, quoi. Ouais. Et donc, c'est malheureux parce que on passe toute notre vie à se dire, bah, poivre égale piquant ou juste ce petit truc là qui pique un petit peu, alors qu'on passe tout à fait à côté, mais d'une gamme de saveurs et d'expériences gustatives et culinaires incroyables. Donc, malheureusement moi c'est mon cheval de bataille, c'est de faire découvrir aux gens toutes ces saveurs différentes, c'est de leur montrer que le poivre, on peut l'utiliser presque Mais non, mais je rigole parce que c'est vraiment. en café, on fait des Ben, desserts, voilà. Ah, ouais. Mais non, mais tu sais, dans le café, on parle de l'amertume et les gens ont l'impression que le café, il est âcre. Et c'est la même chose, le poivre qu'on a, il est âcre. Et c'est peut-être ça qui donne ce goût piquant aussi, alors qu'il y a toute une richesse derrière. Attends, je check l'heure, ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on est c'est occupé. vrai, voilà. Ouais, alors je vais quand même essayer de voir un petit peu deux, trois questions que j'ai peut-être pas pu te poser, mais en fait, tu as quand même déjà bien balisé le sujet. Donc, euh, ah oui, j'avais lu toujours dans ILO que Ouais. quand tu voyages, dans l'article, il est écrit que quand tu voyages, quand tu arrives quelque part, tu sens la terre. C'est une métaphore ou c'est réel Non, non, non. et ouais, je trouve ça Écoute, incroyable. J'ai envie de faire ça à chaque fois. J'ai jamais ah pensé ouais, à faire ça. mais D'où moi, ça t'est venu ce truc de sentir la terre? ça vient de là où j'ai grandi au Congo, tu vois. Tu as l'odeur on a une terre argileuse très riche, tu vois, une terre vraiment rouge, orange. Il y a toujours cette humidité, cette chaleur, cette terre. Moi, ça me vient de là. Le premier truc, tu descends de l'avion, t'as passé le tarmac et l'odeur de kérosène. Je sens et j'adore ça, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans les Caraïbes. C'est cette odeur que tu vas avoir dans les villages, dans les villes, qui pour moi définit un pays. Je sais pas comment. C'est depuis toute petite, et c'est peut-être parce que nos parents nous traînaient un peu partout, qu'on voyageait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai ça. Si tu me dis Londres, pour moi dans mon cerveau, il y a d'abord des odeurs. Paris, l'Italie, le sud de l'Italie. Le Brésil, je suis arrivée au Brésil, je me dis ah ouais, mais je suis chez moi ici. Mais oui, parce que la terre et j'étais à Ouais. Sao Paulo et boum, pour moi c'est le Congo, tu vois, et j'ai ce truc, et une fois que j'ai passé ça, il faut que je mange local. Il faut que je goûte tout. Ok, très bien. La viande, les légumes, les fruits. Et bah, des fois tu te rends un peu malade, hein, c'est clair, mais pour moi il y a vraiment cette connexion avec un pays, et vraiment je dois sentir, il faut que je sente. Et je peux te dire l'odeur d'Abidjan ou l'odeur voilà, où tu arrives au Caire. Il y a vraiment ce truc-là où en Grèce, je sais pas, c'est depuis très très longtemps, et pour moi c'est vraiment l'invitation au voyage, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça que je découvre vraiment le pays, et c'est comme ça que je m'y attache. Et c'est pour ça que des fois, les États-Unis, à part certains endroits spécifiques, des fois ça me rend un peu morose parce que oh là là, tout est tellement calibré des fois en goût. Tu vois, si tu fais juste un road trip,
Oh, voilà, c'est moins le genre d'endroit qui m'intéresse. Moi, j'ai besoin, voilà, Ouais, en Asie, en Afrique ou en Europe, voilà, ou même quand tu vas dans le nord de l'Europe, il y a des choses comme ça où tu dois le sentir, quoi. Je sais. ouais, ouais. Non, non, mais je comprends à fond en fait. Ouais, Ok, bah écoute, je regarde, mais je pense que j'ai un peu, ouais, j'avais envie de te poser une dernière question, mais donc c'est intéressant parce que maintenant je comprends un petit peu que le poivre industriel est plutôt soumis à la chaleur, alors que le poivre de qualité va être plutôt séché. Et je ouais, pense qu'au travers du séchage, il y a pas mal de choses qui doivent se passer au niveau ouais. bactéries. Et je sais pas si bactéries c'est le bon mot, mais au niveau du développement quand même. Que Ouais. ça soit fermenté ou pas, c'est là que ça se passe en fait. Voilà, et aussi la température maximale. Alors là, moi, j'ai un prototype de séchoir juste pour le poivre que j'ai mis au point avec l'aide de l'université ici de l'ULB, de la Polytech. Et en fait, voilà, on a vraiment étudié jusqu'à quelle température maximale on peut faire dans nos petits séchoirs avec des petits panneaux solaires pour préserver justement cette les parfums et les saveurs du poivre et les sécher un peu plus vite, mais garder tout ça. Parce que ce qu'on avait calculé, moi, oh non, ces ingénieurs-là, voilà, c'est que quand, selon le soleil du Kivu, quand le soleil tape dessus en plein soleil, avec la réverbération, parce qu'en fait, pour bien sécher, je sais pas si c'est la même chose pour le café, on peut mettre sur des bâches noires, en fait, tu vois, qui vont Ouais, aider si, si. voilà, qui vont aider à sortir l'humidité. Et eux avaient calculé que c'était jusqu'à un maximum de 70 à 80 degrés que ça arrivait. Tu vois, la chaleur ambiante autour de. Et donc, dans notre séchoir, ce qu'on reproduit, c'est ça. C'est qu'on est toujours entre 60 et maximum 80 degrés. Tu vois. Et un séchoir, ça ressemble à quoi du coup? Il y a des panneaux solaires parce c'est comme un four du coup ou Ou c'est quoi un non, en séchoir? fait, ben écoute, tu as deux sortes de séchoirs agroalimentaires. Soit tu as ceux comme tu vois ici où c'est vertical et tu mets des petits plateaux comme ça, comme on met pour sécher les pommes, tu vois. Et alors tu as la circulation d'air donc sur le côté autour des panneaux et donc ça circule comme ça. Et là, eux, ils ont plus opté à l'ULB pour un système comme des tables, tu vois, comme les tables où on sèche le café ou on sèche le café ou le cacao. Et pour qu'il y ait une espèce de rotation naturelle comme c'est dans un four, eux ils l'ont fait, voilà, ça fait des arrondis, ça fait vraiment comme un long tunnel. Une Et parabole, ouais. voilà, et alors on le met sur des tamis et l'air chaud circule dedans, donc tu as l'air qui rentre d'un côté qui sort de l'autre. Et donc c'est comme si tu étais dans un four avec une ventilation mais naturelle. Et les Et donc, petits ouais, dis-moi. pardon, et donc c'est de l'air genre à 60 degrés d'après ce qu'eux ont compris quoi. Voilà. Et donc, les petits panneaux et les petits moteurs aident à chauffer, que dedans, on garde la température à maximum entre 60 et 80 degrés. Et cet Ah air ouais, chaud, waouh. il ressort. Tu vois. Et ils ont fait des modèles. Moi, j'ai été les voir parce que j'avais vu qu'ils avaient déjà fait des modèles comme ça pour le cacao en Amérique du Sud. Voilà, il y a voilà, toute personne qui a un projet, tu peux aller les voir. Puis voilà, j'ai pas trop de moyens, mais j'ai une petite idée. Et ils l'ont fait pour des producteurs de cacao. Est-ce que de café aussi? Non, de cacao, je me souviens, parce que j'avais vu le prototype pour le cacao dans ce pays-là. Ils ont collaboré avec une doctorante au Cambodge, parce que là, voilà, pour le poivre aussi, parce que là, ils ont aussi le problème, non seulement ils doivent garder, ils doivent préserver le poivre, c'est un très bon poivre qu'ils ont là-bas, mais ils ont un problème au Cambodge, c'est une humidité de dingue, c'est Ouais. vraiment un climat. Et donc, tu dois pouvoir sécher sans que ton poivre soit trop sec ou qu'il pourrisse. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. voilà, il faut aussi calibrer en tenant compte de tout ça. Donc, mon séchoir pour le Kivu, voilà, on l'a calibré en fonction de là où je vais sécher mon poivre. Et qu'est-ce que je vais sécher dedans. Voilà, vraiment tout ça, l'ensoleillement, le gna le gna voilà, tout ça. Et aussi, combien de poivre tu veux mettre dedans pour avoir entre input, output. Donc, voilà, c'est un peu plus technique. Et voilà. Donc, ça ressemble vraiment, c'est des grandes tables avec des tamis. Je pense que c'est la même chose pour le café. Et ici, pour accélérer le séchage, bah voilà, on a mis une espèce de tunnel avec un plastique spécial et les petits allez, trucs solaires, les petits panneaux solaires à gauche et à droite. Et voilà, et toute la petite mécanique simple.
J'ai le Miam Show qui nous regarde et qui a déjà Ah, commenté. Mais donc, vous pourrez revoir le live sur IGTV, donc sur mon Instagram. Et je vais le reposter sur YouTube aussi, OK Coffee Tips, donc petite parenthèse. Et donc, là, une question, c'est, du coup, question, où aller pour acheter du poivre dont on est sûr de la provenance? On a noté déjà qu'il faut acheter Misao. Euh, bah, je pense que, comme tu en parlais, j'imagine qu'il faut goûter et ensuite voir ouais. s'il y a effectivement une provenance, tout simplement, quoi. C'est Oui. déjà un indicateur, on va dire. Déjà, si tu as un indicateur comme ça de provenance, c'est génial. Tu peux essayer aussi, voilà, pour les cités qui essayent de faire un bon travail, tu as Éthicable. Alors là, tu vas avoir un poivre éthique et bio, mais tu n'es pas forcément dans le poivre d'exception, dans la qualité ou dans le, voilà. Tu vas avoir un bon poivre, mais tu vas pas avoir un poivre spécial. Voilà, ça c'est aussi un autre truc où les gens confondent un peu. C'est que tu peux avoir des épices bio, mais c'est pas forcément pour ça qu'elles vont être de bonne qualité, Thomas. Mais non, mais c'est la même chose dans le café. En fait, j'en peux plus. J'ai Tout ce que tu dis, on peut essayé et changer le mot poivre par café, c'est la même chose. je veux Donc dire, les je gens les ai tous confondent. Ouais. essayés. Et donc voilà, ça c'est aussi l'autre débat où tu dis ok c'est bio et toi les gens ils disent ouais mais le citronnelle bio là t'es un peu fadasse. Oui mais c'est parce que oui ça a été produit selon le label bio, mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait une petite production artisanale. Hmm. On va prendre le temps de faire les choses, donc ils ont peut-être fait une grande quantité, ou c'est pas pour ça que le produit à la base, ils ont peut-être pas une bonne citronnelle ou un bon poivre, ou Oui, voilà, une expertise réelle sur le travail de la citronnelle. exactement. Donc, Dis, parce que leur film, on continue un peu, parce que c'est quand même super bien. J'ai une question. Toi, tu t'es un peu auto-formé, tu as aussi travaillé avec pas mal de gens, ouais. tu es quand même super débrouillard, donc tu as été en contact avec plein de gens aussi. Mais est-ce que, parce qu'on avait parlé pour le Coffee Tour du milieu de la ville, de faire un atelier poivre avec toi, donc Ouais. on va attendre que tout se défasse un petit peu pour mettre ça en place. Mais est-ce que tu comptes un jour donner des cours du poivre? Ah, j'adorerais. Ah, j'adorerais. Mais t'as déjà fait Franchement. ça ou Ben, c'est écoute, quelque chose? moi, je l'ai fait juste sur demande, donc pour des clients. Donc, c'était soit en société ou pour des privés, pour des groupes, où j'avais vraiment fait une présentation des dégustations de poivre et vraiment leur faire goûter mes poivres, d'autres poivres. Voilà, vraiment une éducation de base sur le poivre, les épices, les cardamome, parce qu'il n'y a pas qu'une cardamome, il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'une cannelle, il y en a plusieurs. Et voilà, moi, je l'ai fait, voilà, pour une école aussi, je l'ai fait pour des groupes privés, enfin bref, pour des sociétés. Et puis les ateliers, voilà, on en avait fait un à la boutique qu'on tient Origine et Saveur rue Blas. Avant, bah, c'était octobre, juste avant qu'on reconfine. Et voilà, moi j'adorerais avoir vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui existait mais qui n'existe plus, style une académie du poivre ou quelque chose où vraiment apprendre aux gens pas seulement sur les poivres, mais sur les épices et donner cours sur ça parce que voilà, je trouve que c'est hyper important. Quand les gens viennent justement à la boutique éphémère qu'on tient, ils sont demandeurs en fait. Tu vois, Ah si. Ben ils moi, je veulent rêverais absolument de. se connaître. Le peu de café, je t'assure Thomas, le peu de café qu'on a du Kivu, ils veulent savoir ça vient d'un producteur, c'est comment, c'est la différence, des choses de base où tu te dis ben moi je suis comme ça par exemple si j'espère qu'ils vont rouvrir bientôt. Quand je vais dans un restaurant, je me dis là je veux manger chez tel chef, c'est une expérience que j'ai. Je sais que je veux bien manger, je fais l'effort, je vais aller jusque là, c'est toute une expérience. Donc quand je viens acheter des épices ou du café ou du chocolat ou peu importe, bah, tu vois que les gens ils veulent apprendre. Tu vois là à la boutique j'ai mis du cacao en des fèves de cacao et il y a des gens qui disent bah, je vais acheter, je montre à mes enfants parce qu'ils savent même pas ce que c'est cela. Voilà. Ouais. Donc rien que ça, pour moi je me dis bah, c'est déjà gagné. Et là je sais au moins qu'il y en a qui vont pas croire que le chocolat c'est des barres de Mars dans des arbres. Tu vois je sais pas parce que des fois voilà, donc j'aimerais bien, franchement, ça ce serait excellent bah, de pouvoir, bah, là déjà la boutique on attend de voir, de pouvoir vraiment avoir des ateliers réguliers, de donner des cours aux gens, et sur toutes les épices, hein, tu vois, sur tous ces produits, sur les super aliments. Il y a tout le monde maintenant recherche un peu, c'est la tendance de dire
je veux un bon thé ou je veux le gingembre, on peut, voilà, moi je suis une fan de gingembre, tu peux décliner le curcuma, les poivres, le moringa, le baobab, enfin tous ces super aliments où tu te dis, bah ouais, mais moi j'ai toujours cru que ma vitamine C c'était dans les oranges. Mais non, je veux dire, c'est vaste, tu vois. Bah écoute, enfin, on se voit Ouais, toujours demain, hein, d'ailleurs, pour des trucs, mais je pense qu'on a des trucs à discuter parce que honnêtement, des cours du poivre, les cours que je donne sur le café, je pense qu'il y a un truc à un moment donné, peut-être une cohésion à avoir, à se mettre à plusieurs pour ouais, vraiment informer sur les commodités en révolution, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment des. Euh, Avant qu'on termine, effectivement, on peut rappeler qu'on peut trouver tes poivres chez Origine et Saveur, 70 rue Blas à Bruxelles. Il y a ouais. aussi du miel du Congo. Je fais un Ah peu la oui. street Oh promo. là Il y a aussi de là. la bière Simba. Mais alors là, en plus, moi, j'ai un vieux verre Simba et j'ai enfin pu le coupler avec sa bière. Donc, j'ai bu ma bière Simba dans un verre Simba. Et puis, il y a surtout les poivres. Il me reste un petit peu de poivre noir ici. Voilà, J'ai exact. encore. Et alors, pour les gens qui sont dans le café, qui nous regardent, en fait, votre moulin à café, bah, il suffit de le Ah, vider et d'utiliser. Moi, je mets mon poivre roux dans mais t'as un celui-ci. super moulin, toi. Ben, Ah, c'est mais un moi, je moulin savais pas. à café avec des meules en céramique, mais en fait, j'ai acheté un autre moulin et au lieu de m'en débarrasser, eh ben, je le consacre à tes poivres. Oh, bah, génial. Et donc, voilà, c'est un super bon outil, mais je roule aussi toutes les épices, en fait, les clous de girofle, plein de choses. Ouais, J'utilise un moulin très à bien. café à la base. Mais sinon, tu fais aussi des concasseurs Ouais, je pour le prends en poivre. note. Voilà, donc, et en fait, en ce moment, tu sais quoi, il y a une permanence le week-end ou c'est vraiment fermé, fermé? Non, là, on garde. Alors, le mois de décembre, on a été ouvert 7 jours sur 7. Il fallait un peu, voilà, profiter de l'éclaircie. Et là, on est ouvert du jeudi au dimanche, 11 heures à 18 heures. Ok, Donc, de 11h à voilà, 18h. Yes. voilà. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller acheter du super bon poivre. Ah oui, et alors j'ai quand même une anecdote de fin, un peu poivrée là pour le coup. En fait, je parlais de ton poivre avec quelqu'un. Ah, j'ai mes écouteurs qui vont couper, donc on va arriver au bout. Mais Ouais. tu sais, quand on parle de café de qualité, de poivre de qualité, parfois les gens sont pas toujours prêts Mhm. au niveau du palais où ils goûtent quelque chose auquel ils s'attendent pas du tout. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui dit, ah oui, j'ai goûté son poivre, j'aime pas du tout. Et j'étais tellement choquée C'est parce vrai. qu'en fait, mais ça arrive pour le café aussi, tu vois, où les gens Ouais. goûtent du café de spécialité et disent, mais j'aime pas du tout. Et on se rend compte que les gens aussi se rattachent à ce qu'ils connaissent et que Ouais. parfois ils sont pas prêts à une expérience différente. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un vrai combat d'information et Mhm. finalement d'éducation du palais pour arriver à dire, mais en fait, les commodités, on est calibré à ça depuis tellement longtemps qu'il faut Ouais. accepter aussi de remettre en question et d'éduquer son palais en même temps que son cerveau. Ah, mais Mais je, tout d'accord, tout à fait d'accord avec toi. mais j'étais profondément choqué d'entendre ça parce que je me dis pour le café, je peux comprendre, c'est parfois très acide. Et puis là, bon, c'était un avis comme ça, mais j'étais un peu genre, ok, donc il y a un vrai travail d'information et c'est notre combat finalement à tous les deux Ouais. avec différents produits. Mais donc voilà, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose avant qu'on termine? Bah écoute, moi j'allais déjà te remercier parce que grâce à toi, en fait, le travail que tu fais sur le café, moi ça m'a fait du bien de te rencontrer, de voir qu'il y avait aussi un spécialiste en Belgique qui se bat pour ça, parce que ça m'a, voilà, conforté et réconforté dans le sens de me dire, ok, je suis dans le bon, je fais pas ça en vain. Et effectivement, plus on sera de gens comme ça qui se battent avec passion pour les produits qui les animent et qui les passionnent et dans lesquels ils travaillent, plus je pense on va commencer à vraiment conscientiser et à voir autour de nous parce que quand moi je touche 10 personnes, qu'elles en touchent encore une chacune, bah, c'est bon, je sais que mon travail a déjà commencé, mais voilà, ça me donne de l'espoir pour l'avenir et surtout ça me donne du boost. Et j'ai envie de dire aux gens sincèrement, si vous lisez les labels de ce que vous mangez pour les calories, les machins, le gras, etc., lisez les origines, regardez comment c'est fait, passez peut-être votre tour une fois pour acheter un truc, de dire bon maintenant ça j'achète pas, mais je préfère acheter un truc de qualité un peu plus tard. Mais Hmm. sincèrement, c'est de consommer, voilà, de consommer avec en âme et conscience et vraiment de façon responsable. Ça c'est vraiment, ce serait mon petit message. Bah écoute, je ne peux que valider à 1000% ce que tu viens de dire. Et bah, peut-être toute dernière question avant de terminer, c'est quel est le futur du poivre?
Ah, écoute, le culture du poivre. Alors, tu sais qu'avec la cardamome, c'est l'épice la plus consommée sur la planète. Et donc, Waouh! je pense qu'il a un très bel avenir, le poivre, surtout quand c'est des poivres de qualité, parce qu'on va très vite se rendre compte que ce qui se passe en Asie, par exemple, il y a 4 5 ans, c'est le Vietnam pour le moment qui tient le marché. Et ces gars avaient décidé, un peu comme on fait dans le pétrole, que eh ben, cette année, les récoltes ont été plus ou moins bonnes, peu importe, eh ben, on augmente et on passe, la tonne de poivre était passée style à 14 000 $ sur le marché international, plutôt que ça stagne toujours à 7 000 $ la tonne. Et donc, les gars avaient décidé de monter les prix, tu vois. Et donc, il faut, pour le poivre, en tout cas, c'est triste de voir que bah, ça devient une commodité comme ça, qui fait tellement bouger les marchés et qui devient très très cher que voilà, il y a un bel avenir, surtout si on va dans des poivres, je veux dire alternatifs ou des poivres de qualité, d'autres choses et d'autres petits producteurs. Faut pas se retrouver coincé parce que voilà, vous allez vous retrouver un jour, vous payez votre poivre de supermarché au même prix que le mien. Et Ouais. donc là, je préfère avoir fait le switch avant que de me retrouver otage de ce genre de pratiques sur le marché. Ouais. Ok, bah écoute, impatient de découvrir tout ça, super. Bah Sandrine, Donc, ça merci va. 1000 fois, c'était tellement intéressant et je sais pas, on remettra le couvert plus tard. Là, je travaille sur un petit projet YouTube et peut-être qu'on aura d'autres Ah choses oui. à faire parce que c'est vraiment un sujet voilà hyper intéressant. Et, merci, merci, merci. Bah écoute, merci à toi et en tout cas, super émission. Vraiment. Merci. Bon ben on se voit demain, hein, nous donc Ok, voilà. ça va. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Ciao Sandrine. Ciao.